Salut à tous, c'est Ben, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On est en début de semaine et comme chaque début de semaine, c'est l'heure de se retrouver pour le récap de ce qu'il s'est passé sur les parquets de la 24e journée de la Betclic Elite. Alors au programme, comme d'habitude, je vous parlerai des résultats de ce week-end. Il y a eu de très beaux matchs parce qu'il y avait du suspense. Et oui, on se rapproche de la fin de la saison. Et qui dit fin de saison dit match à enjeu entre la course pour le play-in, pour les playoffs bien évidemment, et surtout course pour le maintien. Il y aura beaucoup de choses à se dire. Il y a eu des équipes qui ont été à la fête ce week-end et d'autres malheureusement pour qui ça commence à sentir un petit peu le roussi. On verra tout ça dans les résultats. On démarre tout de suite par les résultats de ce week-end. Vendredi soir, il y avait un match qui opposait le promu, le Stade Rochelais Basket, au SLUC Nancy. Deux équipes qui ne jouent clairement pas dans la même cour, que ce soit en termes de budget, de masse salariale, mais aussi en termes d'ambition sportive. Car d'un côté, La Rochelle joue le maintien, et il va sans dire que c'est très mal engagé pour le premier Rochelais, et de l'autre côté, le SLUC Nancy remonte petit à petit au classement et se permet d'espérer une qualification pour les playoffs, pourquoi pas en allant chercher la 6ème place. Alors, ce que je peux dire sur ce match, j'y étais d'ailleurs car je suis abonné au Stade Rochelais Basket, c'est qu'il y a eu une mi-temps pour chacune des deux équipes. La Rochelle a terminé la première mi-temps avec 9 points d'avance, emmené par un éblouissant Tom Digbeu qui a été extrêmement chaud, et le SLUC Nancy s'est réveillé en deuxième période, a encaissé moins de points, voilà, ils ont sorti les barbelés, et ça a commencé à dérouler offensivement. Ensuite, le samedi, il y avait des matchs à absolument ne pas louper, comme cet incroyable Dijon-Bourg-en-Bresse. On pouvait penser que la JD à Dijon serait marquée par son élimination en FIBA Europe Cup. Les Dijonais ont montré qu'ils avaient de la ressource. Une victoire à l'arraché dans un très beau match offensif 97-95. Les joueurs de Freddy Fautou vont pouvoir s'en mordre les doigts, mais on ne peut pas dire que la victoire n'a pas été méritée pour les hommes de Laurent Leniam. On ne peut clairement pas dire le contraire pour le Cholet Basket, autre équipe qui était engagée en demi-finale de la FIBA Europe Cup. Les Choletais ont assez mal vécu et digéré cette élimination. Une défaite dans les grandes largeurs, 105-72 face à l'élan Chalon. Il se pourrait que je revienne sur cette contre-performance des Choletais dans cette vidéo. Et enfin, sur les matchs du dimanche, là aussi il y avait de très belles affiches, à commencer par un derby, c'était week-end de carnaval, et bien évidemment, lorsque l'on parle de l'affiche entre Gravelines et le Portel, c'est un Opalico placé sous le signe d'une rencontre à enjeu, à double enjeu, puisque les deux équipes étaient engagées et sont toujours engagées dans une course pour le maintien. Et à ce petit jeu-là, c'est bien les nordistes, les locaux, le BCM Gravelines Dunkerque qui s'est imposé de fort belle manière. 104-80, le Portel plus que jamais sous le coup d'une place de barragiste. À la même heure, il y avait là aussi un incroyable duel qui sera d'ailleurs la prochaine affiche de la finale de la Coupe de France. Le Paris Basketball recevait le MSB. Le MSB, on le sait, fait trembler tous les contenders cette année. Ça a encore été le cas puisqu'il y a une très courte victoire des Parisiens sur le score de 106-103. Le tout sans prolongation. Un vrai beau match de basket offensif. Alors oui, on aurait pu s'attendre à un petit peu plus de barbelés et à un petit peu plus d'intensité défensive des deux côtés, mais que voulez-vous, des matchs à gros score, parfois ça fait du bien. Allez, on enchaîne cette fois avec un zoom, pas sur une équipe, mais plutôt sur un joueur. Le joueur de la SIG Strasbourg, Troy Coppen, le meneur américain, est arrivé depuis pas très longtemps, depuis la mi-février environ, juste avant la Leaders Cup, et on peut dire que son arrivée a changé pas mal de choses pour la SIG Strasbourg. Alors oui, son arrivée coïncide quasiment également avec l'éviction de Laurent Villa et donc la promotion à la tête de l'équipe première de Thomas Drouot, qui était jusqu'alors l'entraîneur adjoint, mais on peut dire quand même que Troy Coppen, il a insufflé un second souffle à cette équipe strasbourgeoise qui en avait grand besoin. C'est simple, sur les 5 derniers matchs de Strasbourg en championnat, Strasbourg qui, je le rappelle, était sur une grosse série de défaites, la SIG reste tout simplement sur 3 victoires sur les 5 derniers matchs et surtout fait le plein de confiance avec son nouveau meneur. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la SIG s'est notamment rassurée en allant gagner des matchs à l'extérieur et ça c'est plutôt positif. Sur les 2 derniers matchs, la SIG est allée gagner à Nancy et également à Limoges. Et d'ailleurs, un match contre Limoges qui, là aussi, faisait office de course pour le maintien. La SIG a donc gagné les matchs qu'il fallait en s'imposant face à Saint-Quentin à domicile, à Nancy et à Limoges, des adversaires abordables. Reste le petit bémol et la contre-performance avec une courte défaite obtenue sur le parquet du Portel, mais ce n'était là que le premier match de Troy Coppen, il n'était pas encore suffisamment acclimaté pour pouvoir peser réellement comme on peut le voir sur les derniers matchs sur son équipe. Et pour illustrer ça, je me suis penché sur les statistiques individuelles forcément de Troy Coppen. Effectivement, sur le premier match, Troy Coppen a été un peu moins performant, il termine tout de même à 2 points, 6 rebonds et 5 passes décisives pour 4 d'évaluation seulement, mais regardez la
la montée en puissance de la SIG, mais aussi de son meneur américain sur les 4 derniers matchs, avec un énorme temps de jeu, presque 34 minutes de moyenne, et surtout un joueur très complet avec une grosse évaluation. 20 points et 7 passes décisives face à Saint-Quentin dans la belle victoire à domicile, 13 points, 5 rebonds et 4 passes ensuite sur le parquet du Paris Basket, et sur les 2 derniers matchs, Troy Coppen, il est assez régulier au niveau du scoring et de l'évaluation, 19 points, 5 rebonds et une passe à Nancy, et enfin 18 points, 5 rebonds et 4 passes pour 21 d'évaluation, ce qui lui a valu le titre honorifique de Sigman du match pour l'équipe strasbourgeoise. Et donc au total, sur ces 5 matchs qu'il a disputés en championnat, eh bien Troy Coppen affiche des statistiques très intéressantes, 14 points, 4 rebonds, 4 passes pour 16 d'évaluation, le tout en 32 minutes. Donc il amène forcément de la confiance, il impacte beaucoup de secteurs de jeu, le scoring, le rebond, la passe décisive également. Il a été recruté en tant que gestionnaire, il arrive à faire tourner la boutique, mais il arrive aussi à impacter le scoring, tout simplement ce que n'a pas su faire son prédécesseur avant lui, le meneur finlandais Edon Maksuni. Alors en parlant du finlandais justement, je suis allé comparer un petit peu les statistiques et on peut dire que c'est sans appel. Alors certes, l'échantillon de match n'est pas assez grand pour pouvoir jauger vraiment cette comparaison, Troy Coppen n'ayant disputé que 5 matchs, Edon Maksuni environ une quinzaine à peu près, mais de ce que l'on peut voir sur les débuts de Troy Coppen à la SIG Strasbourg, eh bien, il semble beaucoup plus faire l'affaire et beaucoup plus fité avec Dominique Artis, notamment sur le backcourt, que pouvait le faire Edon Maksuni. On voit vraiment que Troy Coppen impacte vraiment tous les secteurs du jeu, que ce soit à la passe mais aussi au scoring. Il a une dimension athlétique également qui est supérieure et surtout, il a une stat qui ne trompe pas, c'est tout simplement l'évaluation. Quand Edon Maksuni avait une évaluation inférieure à son nombre de points marqués, eh bien c'est l'inverse pour Troy Coppen qui perd aussi nettement moins de ballons, un secteur dans lequel la SIG Strasbourg faisait office des pires de la division avec Edon Maksuni à la main. Et avec ces dernières belles victoires obtenues, eh bien la SIG a peut-être dit adieu à la course pour le maintien, même si mathématiquement les hommes de Thomas Dreux ne sont pas encore suffisamment à l'abri, on pourrait se permettre de croire peut-être à une qualification pour le play-in pour la SIG Strasbourg. Et ça, c'est en grande partie dû au recrutement de son meneur américain Troy Coppen. Poursuivons maintenant avec la catégorie des actualités. Et avant de rentrer dans les actualités qui vont concerner les joueurs, eh bien, j'ai envie de m'intéresser à une statistique qui va concerner l'équipe du Portel. Je commençais d'habitude cette section sur les dernières vidéos par parler de la série de défaites de Gravelines, et bien cette fois, je vais m'intéresser à leurs victimes de ce week-end. Forcément, le Portel a perdu dans l'Opalico face à Gravelines, ce qui porte donc la série de défaites actuelle du Portel à 13 défaites sur les 16 derniers matchs. Il y a eu des séries, quelques séries de défaites, quelques séries de victoires, mais voilà, là on est sur 4 défaites consécutives, et si l'on regarde l'ensemble des 16 derniers matchs, eh bien on est sur une série de 13 défaites sur les 16 derniers matchs, une série qu'il va très vite falloir arrêter pour les Portelois, sans peine de pouvoir définitivement dire adieu à un maintien sans trembler, c'est-à-dire sans s'obliger à passer par la case barrage de Pro B. Maintenant, une autre nouvelle qui donne le smile aussi beau que celui de David Lighty qui a grand la banane après la victoire obtenue ce week-end, c'est que David Lighty, eh bien, il a reçu son poster, vous le voyez affiché avec écrit 600, tout simplement parce que David Lighty a disputé face à Saint-Quentin son 600e match sous les couleurs de l'LDLC Asvel. C'est tout simplement historique, il fait partie des joueurs qui ont l'une des plus grandes longévités dans un club du championnat de France. David Lighty est d'ores et déjà une légende de l'Asvel et il se pourrait bien qu'à l'avenir, si dans une décennie par exemple, eh bien l'Asvel ressort un maillot avec le nom de ses légendes, comme ça a été le cas pour le récent maillot qu'a sorti l'Asvel en honneur à ses légendes, eh bien il se pourrait que David Lighty ait son nom écrit dessus. On peut voir d'ailleurs qu'on parle de Laurent Pluvy, de Jimmy Nebo, de Dylan Rude et de Grégor Beugnot, par exemple, sur ce maillot. Eh bien, peut-être que dans 10 ans, on aura des Charles Cahudi, Edwin Jackson et David Lighty, donc, sur ce type de maillot. Maintenant, concernant l'actualité des joueurs, des départs, des blessures, des retours de blessures, eh bien, on peut parler, ça a été officialisé d'ailleurs, que Maxime Courby, du côté de la JL Bourg, eh bien, va bientôt effectuer son retour. Il n'a pas foulé les parquets ce week-end sur le parquet de la GDA Dijon, mais Maxime Courby, il est tout proche d'un retour, ce qui va permettre de venir densifier un petit peu plus le secteur extérieur de la JL Bourg. Toujours du côté de Bourg-en-Bresse, cette fois lui a bien foulé les parquets, Maxime Salache n'avait pas disputé le dernier match, c'est chose faite, il a signé son retour face à la GDA Dijon où il a été auteur de 13 points, et là aussi ça va permettre de densifier cette fois le poste 4
Bressan. On poursuit du côté du bas de tableau et du premier Rochelais. On le sait, Jakub Niziol est parti, l'ailier polonais est retourné en Pologne et La Rochelle a vite réagi en faisant signer un prospect espagnol, Michael Caicedo, qui a foulé les parquets avec sa nouvelle équipe ce week-end face à Nancy. S'il n'a pas beaucoup pesé au scoring, par contre, il a pris 5 rebonds et délivré 6 passes décisives et surtout, il amène une dimension athlétique qui faisait défaut à La Rochelle depuis le début de la saison. Si l'on remonte d'un rang, eh bien devant La Rochelle, il y a Le Portel et Le Portel, vous avez dû le voir notamment sur Bibasket, a fait signer un coach Kenny Grant qui évolue du côté de la Pro B et ex-Maurienne notamment. Alors, cette signature n'est pas avec effet immédiat, Éric Gérard reste le coach du Portel jusqu'à la fin de la saison, mais l'année prochaine, eh bien, nous retrouverons le technicien suédois sur les bancs du Portel. Reste à voir si ce sera en Betclic Elite ou alors en Pro B. Enfin, pour clore la partie des recrutements, vous l'avez vu également, Jean-Baptiste Lecronier, le fidèle assistant de Frédéric Fautou à la JL Bourg, a annoncé son départ pour la fin de la saison. Il sera remplacé par un jeune assistant coach, Jonathan Nebout, qui a été formé par Guillaume Vizade et Sylvain Lottier notamment. Du côté des absences maintenant, vous l'avez vu il y a quelques jours, c'est sorti notamment sur Bibasket, l'intérieur français de l'Élan Chalon, Olivier Cortal, sera absent pour quelques semaines. À voir si l'Élan Chalon va recruter un pigiste médical, on le voit notamment avec la blessure de Bastien Vautier du côté de Cholet. Ce n'est vraiment pas évident à cette époque de la saison de pouvoir trouver un pivot français et il faut dire que voilà, Olivier Cortal, il n'a clairement pas le même impact que Bastien Vautier et Lionel Godou ou Dusan Ristic, le pivot serbe, sont très clairement capable de prendre la quinzaine de minutes que jouait Olivier Cortal. Du côté du BCM maintenant, vous l'avez peut-être vu si vous avez regardé l'Opalico, Hunter Catour n'a pas participé à la rencontre qui opposait Gravelines au Portel, tout simplement pour cause de deuil familial. On espère que ça va aller pour lui et qu'il sera très rapidement de retour sur les parquets pour aider son équipe qui va en avoir grand besoin pour verrouiller et sécuriser son maintien en Betclic Elite. Allez, on s'intéresse dorénavant aux performances jordanesques de ce week-end, autrement dit aux joueurs qui ont réalisé des cartons, et une fois n'est pas coutume, c'est vraiment très souvent le cas dans ces récaps, eh bien je vais m'intéresser par un joueur de Nancy, Clément Frisch. Clément Frisch, il commence à être un habitué effectivement des performances notables, il réalise une excellente saison, pourquoi pas l'une des révélations de l'année. S'il y avait un trophée de MIP, personnellement je pense que je le décernerais à Clément Frisch. Il a régné encore une fois sur ses adversaires et c'est le premier Rochelais qui en a fait les frais. Avec 22 points, 8 rebonds et 4 passes décisives pour 32 d'évaluation, eh bien Clément Frisch a encore une fois dominé les débats. De joueurs qui a dominé les débats, eh bien il y en a un autre du côté de l'Élan Chalon. Alors oui, l'Élan Chalon a fait un festival, un carton plein offensivement, mais il y a bien un joueur qui est ressorti parmi ces très belles performances des Chalonnais. Et ce joueur, ce n'est nul autre que Jeremiah Hill, qui vraiment, décidément, semaine après semaine, monte en puissance. Avec 23 points, 1 rebond, 8 passes décisives pour 28 d'évaluation, eh bien Jeremiah Hill a encore une fois écœuré ses adversaires, et cette fois, c'est Cholet qui en a fait les frais. Il a très clairement pris l'ascendant sur ses opposants, TJ Campbell et Nathan de Souza notamment. Il a régalé, il a été au four au moulin, à la distribution, au scoring. Jeremiah Hill, il a fait danser ses adversaires et ça commence à se répéter de semaine en semaine. Un autre joueur qui a fait danser ses adversaires, mais là on a beaucoup plus l'habitude, notamment en Euroleague car en Betclic Elite, eh bien je vais pas dire qu'il joue avec le frein à main, mais il n'a pas besoin de forcer autant, eh bien c'est TJ Shorts. Dans un duel mano à mano très offensif et très serré face au MSB, eh bien TJ Shorts, il a tout simplement sorti un match de patron. Il a remporté son duel, non pas avec Trevor Hodgins, gêné par les fautes, mais plutôt avec un autre américain talentueux, Trey Buchanan, qui évolue du côté du Mans. Au final, c'est un match et une ligne de statistiques à 31 points, 2 rebonds et 9 passes pour 37 d'évaluation pour TJ Shorts qui sort l'une des plus belles performances de la saison. Maintenant, intéressons-nous aux déclarations et je vais parler de coachs qui ont connu des défaites et des défaites assez salées. Je vais commencer par m'intéresser au coach choletais Fabrice Lefrançois, Cholet qui a donc laissé sa place de leader aux équipes d'Euroleague. Voici ce qu'a déclaré Fabrice Lefrançois qui, vous allez le voir, était vraiment très remonté. Je ne veux pas de gars qui baissent les bras sur le terrain. Ce n'est pas possible. Là, il n'y a rien des deux côtés du terrain. Chalon prend confiance sur le premier quart-temps, mais si tu les verrouilles d'entrée, il ne se passe pas ça derrière. Alors oui, ils ont une grosse réussite, ils mettent des tirs contestés, des tirs avec la planche, soit. Mais c'est inadmissible, donc on va régler ça. On va régler ça en interne. On a construit cette équipe pour partager et faire des efforts. On n'a vu ni partage, ni effort. Des mots assez forts de la part de Fabrice Lefrançois,
qui, parle et pointe notamment les attitudes de ces joueurs qu'on a senti assez vite résignés. Il y a eu un manque de rébellion, effectivement, de la part des Choletais qui ont été pris à la gorge d'entrée par des Chalonnais. Alors, il faut dire qu'il y a peut-être eu un coup derrière la tête des Choletais qui se sont fait éliminer par l'équipe grecque du PAOK en demi-finale retour de la FIBA Europe Cup. C'est vrai qu'il y a eu peut-être un coup derrière la tête, vraiment, de la part des Choletais. Voilà. Il va falloir peut-être un petit peu de temps pour digérer cette élimination en Coupe d'Europe. En tout cas, je n'ai pas trop de doute sur le fait que Cholet va rebondir. Ils avaient peut-être besoin effectivement de se prendre une claque après l'élimination en FIBA Europe Cup. La claque, ils l'ont eu, que ce soit une défaite de 1 point ou une défaite de 30 points. Certes, ça fait mal quand on voit effectivement le contenu qu'a proposé Cholet, mais ça reste une défaite au bout. On espère très vite que les Choletais vont très vite repartir de l'avant, on sait qu'ils en sont capables. Alors qu'à l'inverse, je vais maintenant m'intéresser à la déclaration du coach du Portel, qui tient à peu près le même discours, mais là, on peut un peu plus douter de la capacité des Portelois à réagir et à rebondir vers l'avant. Regardez ce que Éric Gérard a déclaré. « Ça fait 13 ans que je fais des Opalicos, c'est le pire que j'ai jamais subi. On a fait 20 minutes correctes, puis 20 minutes sans âme, sans envie. On a pris des claques, mais on n'a jamais répondu. On est des gentils garçons. C'est une humiliation, j'ai rarement vu ça. Certes, il y a une différence de talent, de budget, mais si on n'est pas capable de battre l'équipe juste au-dessus de nous et d'y mettre de l'envie, je crois que ça va être très compliqué sur les matchs qu'il reste. » Comment donner tort à Éric Gérard dans un match, peut-être le match le plus important de la saison pour les Portelois, dans un derby, dans un match de carnaval, on sait tout l'enjeu qu'il y avait autour de ce match, eh bien, on a eu une équipe de gentils garçons. On a vu une équipe de gentils garçons et Éric Gérard le dit très bien. Alors, sans vouloir paraphraser Laurent Ciara, d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Et c'est vrai que samedi soir, enfin dimanche plutôt, on a vu une équipe de dauphins contre une équipe de requins. Je vous laisse deviner qui elle était l'équipe de dauphins. Ça commence vraiment à être très très compliqué pour le Portel. On a vraiment du mal à 6 journées de la fin, voir comment elles pourraient récupérer leurs 2 victoires de retard sur le premier non relégable, Gravelines, étant donné qu'ils ont pris une pilule ce week-end et donc qu'en termes de point avérage, eh bien, on est plus proche des 3 matchs de retard du Portel que des 2 matchs. Ça sent vraiment la 15e place pour le Portel, il va falloir aller chercher son maintien en allant gagner les playoffs de Pro B. J'en ai bien peur pour les supporters du Portel. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Il ne reste désormais plus que 6 matchs à jouer sur la fin de cette saison régulière. Autant dire qu'à partir de maintenant, chaque journée et chaque match vont compter. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pressentez pour la fin de saison et pour votre équipe. Est-ce que votre équipe va se maintenir? Est-ce que votre équipe va se qualifier pour les playoffs? Est-ce qu'elle va disputer le play-in? En tout cas, ça nous promet encore beaucoup de matchs en jeu, beaucoup d'émotions, beaucoup de suspense et c'est tout ce qu'on adore. C'était Ben pour Backcourt, je vous dis à très bientôt, bye bye.